Notre vision est claire pour EDF. L'énergéticien national est au cœur de la transition énergétique du pays. C'est aussi la vision qui régnait il y a près de 77 ans quand Marcel Paul, un ministre communiste, a présidé la création d'EDF avec comme objectif un monopole de l'énergéticien qui a conduit, 77 ans plus tard, à l'électrification du pays et à la construction du deuxième parc nucléaire au monde. Nous en voyons et nous en bénéficions encore des fruits aujourd'hui avec un mix électrique parmi les moins émetteurs de gaz à effet de serre au monde et parmi les plus compétitifs. Depuis 20 ans, évidemment, notre énergéticien national a été affecté pour du bon et du moins bon par l'ouverture sur l'Union européenne avec la loi de février 2000 sur la modernisation du service public de l'électricité et le sommet de Barcelone en mars 2002 qui a conduit à la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz. Certes, ce marché intégré a des défauts et nous y travaillons. Reconnaissons quand même tous ensemble que ce marché est aujourd'hui le plus gros système intégré en électricité du monde qui fait quasiment tous les jours que quand la France a besoin d'électricité, elle peut en importer de ses voisins et inversement, quand elle en a trop, elle peut elle-même en exporter ailleurs. Ayant vécu une dizaine d'années au Québec qui depuis 2 jours a 1 million de Québécois privés d'électricité, je sais de quoi je parle et je vois combien cette capacité de l'Europe à avoir un marché de l'électricité intégré nous a été favorable. Notre vision pour EDF est claire. Le groupe Électricité de France est et restera un instrument essentiel pour mettre en œuvre la politique énergétique de l'État français et au-delà, un champion à l'exportation. Aujourd'hui, et ça a été extrêmement bien spécifié dans la lettre de mission du nouveau PDG Luc Rémont, dont vous avez collectivement voté la nomination à ce titre, le sujet d'EDF, c'est essentiellement la production, les capacités opérationnelles et la conduite des grands projets industriels. EDF a besoin d'investir des dizaines de milliards d'euros tous les ans pour lesquels il faut des moyens et la crédibilité financière. EDF a besoin de retrouver sa maîtrise industrielle dans le nucléaire. EDF a besoin de monter sur les énergies renouvelables avec des objectifs ambitieux pour les 30 prochaines années. Pour cela, le gouvernement a pris ses responsabilités. L'État a toujours accompagné EDF dans ses opérations de recapitalisation, que ce soit en 2017 ou en 2022. On n'a jamais autant investi dans le nucléaire que depuis 2017. On va évidemment accélérer tout ça, mais il faut quand même le reconnaître. Nous avons sécurisé le calendrier de l'EPR 2 avec le projet de loi nucléaire que vous avez voté en première lecture. EDF aujourd'hui est néanmoins une société endettée, une société avec de gros besoins d'investissement. C'est donc conformément aux engagements pris par le président de la République durant sa campagne que nous avons lancé dès cet été une offre publique d'achat pour prendre le contrôle à 100% du capital d'EDF. Vous avez libéré 9,7 milliards de crédits budgétaires. Avec cette nationalisation, nous renforçons les moyens d'EDF pour investir dans les prochaines années et nous crédibilisons son sérieux financier. Vous le savez, l'offre publique d'achat est en cours de finalisation d'ici début juin, après épuisement des derniers recours. Ce gouvernement répond donc aux vraies problématiques du groupe EDF et nous avons été, il faut le reconnaître, un peu surpris quand cette proposition de loi visant à nationaliser EDF est tombée dans un calendrier un peu surprenant et il faut le reconnaître, lors de l'examen à l'Assemblée nationale, flirtant parfois avec des théories du complot. Cette PPL vise à répondre à des angoisses qui n'ont aucun lieu d'être. Bruno Le Maire a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Je l'ai dit moi-même devant la tribune de l'Assemblée nationale et je vous le répète, le projet Hercule est mort et enterré. Il n'y a aucun projet ni visible ni caché de démantèlement de notre opérateur national. Je salue le travail sénatorial qui, durant l'examen en commission, a fait preuve de sagesse en réécrivant une bonne part du texte issu de l'Assemblée nationale. Je salue particulièrement le travail et l'esprit de responsabilité du rapporteur pour cette remise à plat. En particulier, le texte de la Commission supprime les articles 1 et 3 de nationalisation du groupe EDF, qui pouvaient fragiliser l'OPA en cours de finalisation tout en arrivant, reconnaissons-le, à contretemps. Retire de l'article 2 les références aux activités d'un groupe unifié dont le capital aurait été totalement accessible, qui rendait du coup absolument impossible les opérations courantes de gestion d'actifs par EDF, dont les 3 milliards de cessions d'actifs dans lesquels l'électricien national est d'ores et déjà engagé. Ce texte issu de la Commission modifie également l'article 3 bis pour restreindre le périmètre d'extension des tarifs réglementés de vente au champ des TPE qui ne sont pas encore éligibles.
Sur cette base, nous avons donc matière à avoir une discussion, je dirais, apaisée et constructive. Il nous reste malgré tout 2 points de désaccord sur lesquels je souhaite attirer votre attention. On y reviendra évidemment dans le cadre de la discussion des amendements. D'une part, sur l'article 2. Cet article inscrit dans la loi que l'Étienne détient 100% du capital d'EDF. Pas de problème avec ça, nous partageons cette proposition qui redonne une place importante au Parlement, qui aurait ainsi à se prononcer sur n'importe quelle réouverture du capital. Il n'y a aucune ambiguïté sur nos intentions, je le répète, le projet Hercule a été abandonné, mais ça va sans dire, ça va peut-être mieux en l'écrivant. En revanche, tel qu'il est formulé aujourd'hui, cet article prescrit l'ouverture d'au moins 1,5% du capital d'EDF aux salariés et anciens salariés du groupe, et ce, d'ici le 1er janvier 2024. Je l'ai dit, l'OPA n'est pas encore terminée. Il nous reste notamment à convaincre, suite au recours encore déposé, à peu près 5% des actionnaires à apporter leur titre, dont un certain nombre d'actionnaires salariés. Il nous semblerait pour le moins prématuré d'envisager de l'intéressement et des participations via de l'actionnariat salarié pour quelques mois, alors que nous viendrions d'acheter les dites actions de la part des salariés en question. La situation financière d'EDF, il faut être clair, ne le permet pas aujourd'hui. Nous proposerons, dans le cadre de la discussion, un amendement de compromis qui vise à laisser ouverte la possibilité d'actionnariat salarié pour l'avenir, tout en évitant de la forcer, en la rendant automatique, et ce, dès le 1er janvier prochain. Deuxième point de discussion, et j'en terminerai là, vous avez proposé l'extension du tarif dit réglementé, du TRVE, à toutes les TPE, alors qu'aujourd'hui, il est réservé aux TPE petites consommatrices. C'est peut-être bien, mais ça coûte cher, monsieur le président Gay. D'abord, il faut reconnaître que ça remet en profondeur en question la logique même du TRV qui, dans le cadre des discussions avec la Commission européenne qui ont permis de l'adopter, visait avant tout à protéger les consommateurs, j'allais dire comme vous et moi, et les petites entreprises qui avaient elles-mêmes une consommation similaire aux ménages, à être protégées par ce tarif réglementé. La discussion avec la Commission visait à ce que toutes les entreprises qui ont une consommation, je dirais, plus proche d'une consommation industrielle soient, elles, au tarif de marché. La rédaction que vous avez proposée est mieux rédigée, elle limite le champ aux TPE, pour autant elle mettra en place une discussion complexe qui prendrait beaucoup de temps avec la Commission de régulation de l'électricité, avec la Commission européenne, qui prendrait sans doute bien plus longtemps que nécessaire, alors qu'aujourd'hui notre objectif premier, il est de protéger les TPE, les PME, les ETI et les grandes entreprises contre la crise énergétique. Je ne serai pas plus long puisqu'on aura l'occasion de discuter tout ça dans le cadre de la discussion. Pour conclure, vous rappelez juste que nous sommes évidemment en phase avec les objectifs réaffirmés par cette PPL réécrite par nos soins, avoir un opérateur national de qualité inscrit dans la durée qui pourra investir tout ce qu'il faudra pour que les 77 ans qui s'ouvrent soient aussi remplis de succès que les 77 ans qui viennent de s'écouler. Merci à tous et à toutes. Merci. La parole est maintenant au rapporteur Gérard Longuet, rapporteur de la Commission des Finances. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons, dans l'enthousiasme général, une PPE qui a été votée à l'unanimité, ou presque, à l'Assemblée nationale. Cette PPE, présentée par l'excellent député de l'Eure, Philippe Brun, ancienne circonscription de Pierre Mendès France, a été votée à la quasi-unanimité, ce qui cache un profond malentendu dans les intentions des différents députés qui se sont exprimés à cette occasion. 3 points dans ce texte de loi qui nous vient de l'Assemblée et pour lequel la Commission des finances, au nom de laquelle je rapporte, a tenu à apporter des modifications substantielles. Le premier concerne Mayotte, qui apparaît mystérieusement. Bon, on demande un rapport sur l'électricité de Mayotte qui appartient pour partie au département, pour partie à EDF.
Soit, ce n'est pas l'habitude de notre Assemblée d'accepter des rapports, mais il aurait été impossible de trancher sur le fond dans les délais d'études qui étaient donnés à notre commission des finances. Le deuxième point, beaucoup plus important, et qui explique en grande partie, qui explique presque totalement le vote du groupe auquel j'appartiens, du groupe politique auquel j'appartiens ici au Sénat et qui a été le vote des LR de l'Assemblée, c'est en effet le soutien apporté aux entreprises. La Commission des finances a estimé que nous pouvions faire sauter le verrou du transformateur de 36 kVA, kilovoltampères. Pourquoi ? Parce qu'il divisait inutilement la condition des artisans qui, pour les uns, bénéficieraient du bouclier fiscal pour la raison qu'ils seraient en dessous, et pour les autres, exerçant à peu près le même métier et étant dans les normes de la définition des TPE par l'Union européenne, ne pourraient pas en bénéficier. Donc, dès lors qu'on a moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires, et quelle que soit la capacité du transformateur, ils pourront bénéficier du bouclier tarifaire TRVE. Aller plus loin, on viendra dans le débat des amendements, aurait été impossible et dangereux juridiquement, tant vis-à-vis des sociétés qui délivrent de l'électricité que vis-à-vis de l'Union européenne. Alors le troisième point est beaucoup plus important, il est passionnant même, c'est la crainte exprimée avec force par l'auteur de la PPL sur le risque de démembrement d'EDF. Et là, je crois qu'il faut remercier M. Brun parce qu'avec sa PPL, il nous oblige à réfléchir, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, sur le marché de l'électricité tel qu'il vient d'être secoué depuis un peu plus d'un an et tel qu'il peut évoluer dans l'avenir. Et c'est ce marché de l'électricité européen qui doit donner aux dirigeants d'EDF, je dirais, des indications sur les libertés dont ils doivent jouir pour diriger leur entreprise. J'ai le plus grand respect pour Marcel Paul, et pour des raisons personnelles en plus, mais nous ne sommes plus en 1946. Le marché de l'énergie électrique est libre pour la production, ce qui n'était pas le cas jusqu'en 2002, et il est libre pour la vente aux consommateurs, qu'ils soient d'ailleurs petits ou grands, que l'on produise ou non de l'électricité. Et personne en Europe ne songe à remettre en cause cette liberté. Cette liberté et ce marché ont-ils été catastrophiques ? La réponse est non. En réalité, entre 2015 et 2020, le prix moyen du spot s'est situé entre 35 € le mégawatt et 40 € le mégawatt. Au point, d'ailleurs, c'est une anecdote, que l'Arenh à 43 a été moins sollicitée ou pas sollicitée du tout pendant cette période. Je reviendrai sur l'Arenh. Nous avons donc un marché qui est libre, mais il y a de vraies questions qui ne sont pas tranchées et qui relèvent, Monsieur le Ministre, des négociations intergouvernementales et ensuite du Parlement européen. D'une part, confirmer la liberté à laquelle sont attachées l'immense majorité des Européens sur la production et la distribution et la vente d'électricité, je dis bien la vente d'électricité, et puis se poser la question, quelles sont les priorités de ce marché électrique ? Faut-il décarboner la société ou faut-il la verdir ? Pas tout à fait la même chose. Si on décarbone, on s'appuie sur le nucléaire. Il s'agit simplement de la verdir, le malheureux nucléaire se retrouve confronté aux mêmes difficultés de financement qui l'handicapent aujourd'hui. Nous avons un deuxième sujet majeur à l'aune de l'expérience, la tragique expérience russe, enfin du conflit, pas du conflit, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quel est le souci d'indépendance ? Acceptons-nous de placer l'indépendance énergétique au rang qui doit être le sien, c'est-à-dire une principale préoccupation, celle qui avait d'ailleurs inspiré Georges Pompidou et Pierre Messmer lorsqu'ils ont présenté en mars 1974, un mois avant la disparition du président Pompidou, le programme énergique, le programme nucléaire français sur lequel nous vivons encore dans la lancée. Donc, question verdir ou décarboner, question indépendance ou prix
occasionnel le meilleur marché, ce qui a été longtemps le gaz russe, il faut le reconnaître, mais c'est aujourd'hui frappé d'incertitude. J'ajoute, peut-on imaginer une organisation du marché qui dépende moins du spot et donc du coût marginal de la dernière entreprise de production électrique thermique, en général allemande, marchand la lignite? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des systèmes différents? Car le marché de l'électricité bute sur un problème que connaissent bien nos amis électriciens, c'est que l'électricité ne se stocke pas. Et donc, la régulation est à peu près impossible et les écarts de prix sont spectaculaires. Ce qui aboutit, quand on a un marché qui fonctionne essentiellement sur le coût marginal, à des écarts de prix qui sont à peu près insupportables pour le consommateur. J'ajoute que nous sommes Français, fiers de notre réalisation nucléaire. On aimerait en profiter un petit peu et ne pas être entraînés à la hausse par cette opération du coût marginal. Donc, ces questions sur le marché sont absolument préalables. Elles pèsent déjà sur le statut, et c'est là où je m'adresse, non pas je m'adresse à vous, mais au-delà du Sénat, à l'auteur de la PPL, le démembrement d'EDF, il existe en partie. Le transport et la distribution. Pourquoi ? Parce que nous avons l'obligation, au nom de cette liberté, d'accepter l'accès des tiers au réseau. Et comme il y a des monopoles techniques, je ne parle pas de monopole économique, je parle vraiment de monopole technique, il est impensable de multiplier les réseaux, tant de transport que de distribution. Il faut donc bien accepter que RTE et Enedis, quoique propriété de la puissance publique ou d'EDF pour RTE, puissent être indépendants des utilisateurs des réseaux, mais qui n'est qu'aujourd'hui l'un des utilisateurs du réseau. Cette première différence vaut aussi pour la question que j'évoquais à l'instant, qui est la question de l'Arenh. Parce que l'Arenh, ça se termine en 2025. Nous sommes à la fin de l'Arenh. Et qu'est-ce qui va se passer ? Faut-il maintenir ce système ? Faut-il se contenter d'augmenter le prix ? Faut-il imaginer ce qui serait peut-être intelligent, un système tech hors paye, c'est-à-dire ou bien vous prenez ou bien vous payez une certaine somme ? Ce qui est le cas des assurances. Après tout, l'assurance paraît chère qu'avant l'accident. On la paye tout le temps, même quand on n'a pas d'accident. Et quand on a un accident, on est content d'être assuré. L'Arenh a joué ce rôle d'assurance, sauf que c'est une assurance qu'on paye après l'accident, ce qui est évidemment beaucoup plus facile. C'est comme gagner sur les courses de chevaux après l'arrivée. Eh bien, ce système-là de l'Arenh est au cœur des préoccupations. De même, nous avons des fournisseurs extrêmement sérieux, y compris français, d'électricité, qui accepteraient volontiers de participer au financement du nucléaire français, non pas pour l'exploiter, Dieu les en garde, enfin Dieu ou l'ASN ou les RSN, je ne sais pas, mais en tous les cas, ils ne souhaitent pas exploiter, ils souhaitent simplement financer pour avoir des droits de tirage avec une certaine stabilité. On pourrait même imaginer, nous législateurs, après tout ça relève de notre rôle, de conduire les fournisseurs, les entreprises qui revendiquent de fournir de l'électricité, de garantir 70% de l'approvisionnement par des contrats à long terme que la Commission, jusqu'à présent, refuse. Et donc, Monsieur le ministre, vous avez un formidable combat, mais c'est quand on verra les éléments de ce combat, les points gagnés, les points hauts contrôlés, et puis malheureusement les embuscades dans tel ou tel règlement, que nous pourrons nous retourner vers les dirigeants d'EDF en leur disant « Attention, là, vous avez une opportunité qu'il faut saisir, ou au contraire, vous avez un risque qu'il faut assumer. » Et c'est la raison pour laquelle je me retourne vers vous d'abord, mais vers Philippe Brun également, en lui disant votre PPL, elle sera parfaite quand on connaîtra les règles du jeu définitif. Aujourd'hui, elle est prématurée, et donc je propose une mesure conservatoire, 100% du capital, l'État à la main, le Parlement est en pleine responsabilité, et laissons à chacun faire son métier. Et ayons confiance en nos électriciens. Et c'est la raison pour laquelle nous avons accepté, et c'est terminé, de faire d'EDF une fierté nationale. C'est dans le texte. En fait, vous savez que nous sommes dans des niches, que le temps est contraint. Donc je demanderai à chacun des orateurs, par respect pour
les porteurs de ces propositions de loi de respecter leur temps de parole de façon à ce que l'on puisse finir les 2 PPL. Merci. Monsieur Biac, vous avez la parole. Pour le groupe du Rassemblement démocratique social européen. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, alors que le doute plane sur l'avenir du groupe EDF et malgré l'abandon du projet Hercule, les députés ont voté la proposition de loi visant à la nationalisation du groupe EDF, mais au Sénat, il a été rebaptisé « Protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement ». Le spectre d'Hercule ne s'est pas totalement dissipé et nourrit des inquiétudes. Il visait à réorganiser EDF pour subvenir aux investissements nécessaires d'une part, pour prolonger la durée de vie du parc nucléaire d'autre part, développer les énergies renouvelables sans oublier l'EPR. Il visait à créer 3 entités, la première regroupant nucléaire et réseau de transport, la deuxième associant commercial et énergies renouvelables, la troisième incluant les barrages hydroélectriques, avec un risque, c'est de vendre par appartement les branches les plus rentables du premier opérateur européen d'électricité. Selon la formule consacrée, socialisons les pertes et privatisons les profits. On comprend mieux les craintes des auteurs du texte. Nul doute que nous allons connaître, quoi qu'on en dise, une croissance exponentielle du prix et de la consommation d'électricité, au rythme du développement d'activités très énergivores, comme celle du numérique avec sa cohorte de serveurs informatiques, ou encore du choix d'un business model industriel du tout électrique pour les véhicules automobiles. Dans ce contexte, aggravé par une géopolitique européenne et internationale en crise, nous devons déterminer nos orientations avec la plus grande prudence. L'État doit garder la maîtrise des infrastructures stratégiques qui sont la production et la distribution d'électricité, garantissant l'indépendance énergétique du pays, sa dynamique économique et l'approvisionnement des foyers français. D'autres facteurs doivent être pris en compte, comme par exemple l'interaction entre les métiers de la filière qui doit être garantie par la puissance publique. La coordination entre la gestion des barrages hydroélectriques et le refroidissement des centrales nucléaires doit être assurée. Comment faire en cas de privatisation par branche? Il en va de notre sécurité nationale. Avant de conclure, j'évoquerai le texte transmis au Sénat. Il comportait 6 articles, il n'en compte plus que 3. La majorité sénatoriale l'a vidé de sa substance, car il télescoperait le rachat par l'État des parts des petits actionnaires minoritaires toujours en cours. À l'exception d'un amendement auquel je suis favorable, tous mes collègues du groupe RDSE, élargissant à l'article 3 bis les tarifs réglementés pour les TPE et commerces de proximité, rien ne justifie la suppression de l'article 1er visant à renationaliser EDF pour garantir la propriété publique et l'unité du service public de l'énergie. Quant à l'article 2 modifiant le code de l'énergie, là aussi vidé de sa substance, il obligeait à passer par la loi en cas de tentative de privatisation des activités d'EDF, depuis la production, le transport, l'exportation, jusqu'aux prestations de maintenance et de sécurité. À titre personnel, sans rétablissement de l'article 1er à l'issue de nos débats, je ne voterai pas ce texte car je n'oublie pas l'inquiétude des Français et du gouvernement face au spectre des coupures d'électricité durant l'hiver qui vient de s'achever. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Vous êtes parfait. La parole est maintenant à Madame Christine Lavarde pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, alors la PPL dont nous allons discuter cet après-midi traite de 3 sujets, le dernier sans lien direct avec les 2 premiers que j'aborderai successivement, à savoir la nationalisation d'EDF, son
possible démembrement et enfin l'extension des tarifs réglementés de vente de l'électricité. Alors sur la nationalisation, sans grande surprise, le groupe Les Républicains soutient le travail du rapporteur et dont je remercie ici, et ça a déjà été fait, la qualité, qui a supprimé l'article 1er qui prévoyait la nationalisation. Alors nous ne disons pas pour autant que la garantie d'une non-privatisation d'une activité hautement stratégique, au même titre qu'ADP, ne se pose pas. Et je vous renvoie tous ici à ceux qui ont participé au débat de la loi Pacte. En effet, la souveraineté énergétique de la France repose sur EDF, dont l'État possédait déjà 84% des parts du capital. Toutefois, une montée au capital pour passer à 100% est actuellement prévue. 9,7 milliards ont d'ailleurs été votés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative au mois de juillet dernier, dans le cadre d'une offre publique d'achat simplifiée, à un prix de 12 € par action qui a été validé par le conseil d'administration d'EDF. Alors, cette OPAS, elle présente un inconvénient, à savoir que la procédure échappe presque totalement au contrôle du Parlement. Et c'est d'ailleurs une des critiques qu'ont exprimé les députés Les Républicains, tout en reconnaissant que la nationalisation n'était certainement pas la meilleure réponse à apporter. Et donc nous partageons également cette position. L'OPAS étant en cours, la nationalisation n'a pas de justification. Alors, par cette offre publique d'achat, en fait, l'État cherche à se donner les moyens de mettre en œuvre une politique de relance du nucléaire. Nous avons envie de vous croire, même si c'est quand même votre majorité, je suis obligée de le rappeler, qui a mis fin au programme Astrid en 2019, et je parle là sous le contrôle du vice-président de l'OPEX, dont notre collègue Stéphane Piednoir a commis un rapport publié en juillet 2021, qui justement met en avant toutes les méfaits de cet abandon pour la stratégie énergétique française. Alors, monsieur le ministre, effectivement, relancer le nucléaire est un défi technique. Quel type de réacteur allons-nous construire? Mais c'est aussi et surtout un défi financier. Aujourd'hui, le groupe EDF est très endetté. J'ai regardé 64,5 milliards de dettes à fin 2022. Les investissements pour le nucléaire sont considérables, pour le nouveau nucléaire, alors qu'il faut en même temps financer le programme de grand carénage, près de 60 milliards d'euros, en tenant compte des impératifs d'adaptation au changement climatique. La Commission des finances a travaillé très récemment sur le sujet. Alors en mars 2021, Bercy estimait que le programme de 6 EPR2, hors frais financiers, pourrait coûter entre 52 et 57 milliards d'euros, je cite, dans un scénario de bonne maîtrise industrielle, mais pourrait aller jusqu'à 64 milliards d'euros dans un scénario plus dégradé. Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre stratégie de financement? J'ai cru lire ou comprendre qu'un appel aux investisseurs étrangers pourrait être envisagé. Cela ressort d'une visio qu'a eu en janvier 2021 l'ancien patron d'EDF, à savoir Jean-Bernard Lévy. Ou encore qu'il pourrait être fait appel au fonds du Livret-A, qui jusqu'à présent me semble être consacré au financement du logement social. Donc vous l'avez bien compris, monsieur le ministre, si nous n'avons pas d'opposition à cette offre publique d'achat, nous avons de véritables interrogations sur le financement de la stratégie qui est poursuivie. Et à court terme, cette OPAS, elle pose une seule question, qui est celle du devenir des actionnaires salariés. Alors depuis le 8 février 2023, date de clôture provisoire de l'offre, l'État détient près de 96% du capital. 1,17% reste encore détenu par les salariés. Donc aujourd'hui, rien n'empêche l'État en fait de se retirer de la cote. Ça, c'est techniquement possible avec plus de 90% du capital. Mais on remarque quand même que la clôture définitive de l'opération a été retardée, notamment aujourd'hui parce que l'État fait face à un procès de petits actionnaires qui porte notamment sur le prix de rachat des actions qui est jugé trop faible. Alors, dans les faits, le prix de rachat fixé à 12 € constitue en fait une prime par rapport à la valorisation du marché de court terme de l'entreprise. Je vous rappelle qu'au mois de juillet, l'action est descendue à près de 7 €. Mais pour les salariés qui regardent en fait le prix auquel ils ont acheté, à savoir 32 € pour les non-salariés et 25,6 € en 2005 pour les salariés, c'est une véritable perte. Puisqu'il y a une division par plus de 2 du cours, si on ajoute à ça l'inflation, autant vous dire que la perte est encore beaucoup plus importante. Alors ces petits actionnaires, au nombre de 82 000, salariés ou anciens salariés, ils souhaitent être maintenus au capital. Et la justice rendra sa décision dans le procès en cours le 2 mai prochain.
Alors pour cranter dans la loi le passage d'EDF à 100% dans le giron de l'État, la Commission des finances, à l'initiative de Gérard Longuet, a inscrit dans la PPL l'objectif d'une détention du capital à hauteur de 100% au plus tard le 1er janvier 2024. Et dans le texte initial de la dans le texte de la Commission, celui dont nous discutons, 2% de ce capital pouvait toutefois être accordé aux salariés ou aux anciens salariés d'EDF. Alors je vous avoue, et nous en avons eu des discussions en Commission des finances, que je m'interroge en fait sur la mise en œuvre concrète de cette disposition. Notamment puisque dans la mesure où l'offre publique d'achat prévoit une montée à 100% du capital par l'État, on se demande ensuite comment il serait possible d'en rétrocéder 2% aux salariés. Je m'interroge aussi sur l'intérêt en fait pour les petits actionnaires, parce qu'ils vont se trouver avec une action qui n'est pas liquide à partir du moment où l'entreprise n'est plus cotée. Par ailleurs, en fait, aujourd'hui, il faut quand même se le dire, je vous ai parlé de la dette, mais l'entreprise n'est pas du tout profitable. En 2022, elle a fait près de 18 milliards d'euros de pertes. Alors, pour différentes raisons, l'existence du mécanisme d'Arenh, ce mécanisme doit disparaître en 2025. On ne connaît pas des suites qui seront données, mais ces suites ont des conséquences très fortes sur la rentabilité du groupe. Voilà, ça, c'est des vrais sujets sur lesquels il va falloir avoir des explications. Et donc, aujourd'hui, je me demande si en fait un versement de dividendes sera possible pour ces salariés, pour ces actionnaires, tant les besoins d'investissement sont très importants. Aujourd'hui, déjà, en fait, en termes de trésorerie, EDF emprunte entre 1,5 et 3 milliards d'euros par an pour venir verser des dividendes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis 2016, en fait, l'État ne demande plus de versement de dividendes en cash, mais récupère, en fait, avec des actions, une montée de capital, pour justement soulager la trésorerie de l'entreprise. Alors, j'ai bien vu que le gouvernement a déposé un amendement à la proposition de la Commission, dont j'avoue ne pas avoir beaucoup mieux compris en quoi il répondrait mieux, entre guillemets, à ces interrogations. Donc nous aurons, je pense, très certainement l'occasion d'en débattre tout à l'heure. Sur le démembrement, je ne vais pas rappeler ici le projet Hercule qui avait été envisagé en 2019, qui a été abandonné depuis. Juste pour vous dire que le groupe LR du Sénat, lui, n'a pas d'opposition de principe à ce qui a pu être écrit dans une note adressée à l'autorité des marchés financiers, à savoir poursuivre le plan de section d'actifs à hauteur d'environ 3 milliards d'euros entre 2022 et 2024. Nous n'avons pas d'opposition dès lors, bien sûr, que ces décisions participeront d'une stratégie d'indépendance énergétique et de décarbonation. Donc c'est la raison pour laquelle nous soutenons pleinement la réécriture de l'article 2. L'État possédera désormais une entreprise qui agit dans le cadre fixé par le Code de l'énergie. Et cette nouvelle rédaction, elle permet notamment de lever un certain nombre de risques qui pesaient sur les filiales d'EDF et notamment RTE. Enfin, et pour finir sur l'extension des tarifs réglementés de vente, alors les députés socialistes, eux, ont prévu une mesure qui est d'une part d'un coût financier très important. Alors le gouvernement nous annonce 18 milliards. Pour tous ceux qui étaient dans cet hémicycle au mois de décembre, j'avoue que nous avons toujours maintenant une suspicion en fait quand le gouvernement nous annonce des chiffrages en matière de dispositifs d'énergie. Nous nous souvenons d'un sous-amendement à 6 milliards. Et, enfin, comme nous attendons toujours les chiffres à l'appui des assertions qui ont été faites au mois de décembre, nous vous accorderons un crédit limité sur le coût de la mesure. Mais j'entends que ça doit quand même être très onéreux puisque l'application de l'article 13 du règlement européen d'octobre 2022 prévoit que l'État doit indemniser les fournisseurs dès lors qu'ils vendent à perte. Enfin, cette extension aux entreprises de taille intermédiaire, les ETI, lui, est contraire au droit européen puisque les aides d'État temporaires sont possibles uniquement pour les TPE-PME. Donc, par contre, nous vous rejoignons sur l'objectif de la mesure qui était en fait d'apporter une réponse aux petites entreprises, les boulangers particulièrement, mais aussi aux collectivités dont certaines en fait se trouvent exclues des tarifs réglementés alors même qu'elles remplissent les critères de chiffre d'affaires ou de budget et de nombre de salariés, mais elles ont besoin de souscrire une puissance installée forte parce que par exemple pour une collectivité c'est une grosse pompe à chaleur, pour les boulangers c'est un four. Et donc cette solution de supprimer la mention de 36 kVA, elle est très pertinente. Je veux juste vous faire remarquer ici qu'en fait, dès le début, on aurait pu le faire parce qu'il me semble que ça relève du pouvoir réglementaire et qu'il aurait été beaucoup plus facile de corriger une erreur dans le domaine du règlement que de devoir corriger une erreur dans la loi. Et enfin, pour finir, juste pour vous dire qu'à l'instar de ce que mon collègue Daniel Grémillet avait pu dire au moment de l'ouverture du texte sur le nucléaire, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il nous manque une vision, c'est-à-dire que depuis plusieurs mois, on parle de briques sur le nucléaire, briques sur les énergies renouvelables, aujourd'hui briques sur EDF, mais on n'a pas vraiment le plan du mur qu'on est en train de construire. Alors vous allez me dire que tout ça va arriver bientôt. Je vous remercie, Madame la sénatrice, Madame Lavarde, c'est terminé.
La parole est à monsieur Emmanuel Capus pour 4 minutes pour le groupe Les Indépendants. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, monsieur le rapporteur, monsieur le président, mes chers collègues, le problème d'une entreprise nationale, c'est que sa stratégie dépend du calendrier électoral. C'est une évidence qu'il me semble utile de rappeler en préambule, alors que des éloges de l'État actionnaire vont fuser à gauche comme à droite. Or, les cycles d'investissement industriel s'inscrivent dans le temps long. Ils s'accordent mal avec le calendrier électoral. Aujourd'hui, un consensus politique s'est pourtant formé autour de la nationalisation d'EDF. Ce point d'accord est un fait rare, car en matière de politique énergétique, l'accord est l'exception et le désaccord la règle. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a eu que 2 grands accords historiques. Le premier, c'est le Conseil national de la résistance. Les auteurs de la proposition de loi s'y réfèrent d'ailleurs abondamment et nos collègues socialistes saluent l'œuvre du général de Gaulle avec une ferveur qui, je l'avoue, ne laisse pas insensible. Le second accord historique, c'est le virage du tout nucléaire, avec le plan Messmer de 1974, grande année. La France s'est alors engagée dans la construction du plus grand parc nucléaire au monde. Je ne pensais pas à ça. Ce développement industriel n'a pas été remis en cause par les gouvernements suivants. Cette remarquable constance a permis à EDF de bâtir un actif stratégique hors du commun qui a très largement contribué à la prospérité de la France grâce à une électricité abondante et peu chère. Pour justifier la nationalisation d'EDF, les auteurs du texte dressent le parallèle entre la France de 2023 et celle de 1946. Mais à vrai dire, mes chers collègues, la situation actuelle ressemble bien plus au premier choc pétrolier qu'à la Seconde Guerre mondiale. La crise énergétique découle d'une guerre qui ne se produit pas sur notre sol, mais dont nous subissons indirectement les conséquences et qui nous oblige à agir. Et d'ailleurs, comme il y a 50 ans, la nation se rassemble aujourd'hui autour d'un objectif, garantir la souveraineté énergétique en construisant de nouveaux réacteurs. C'est tout le projet, me semble-t-il, du gouvernement qui a annoncé reprendre la possession d'EDF afin de garder la maîtrise du parc nucléaire. Nos collègues socialistes reprochent encore au gouvernement de nationaliser EDF pour mieux la saucissonner. C'est assez fort de café, alors que c'est la gauche qui a orchestré la mise à mal de la filière nucléaire française sous François Hollande. Puisqu'on sait, depuis 2015, qu'il suffit d'une loi pour fragiliser l'avenir de notre industrie nucléaire, je ne suis pas certain qu'une proposition de loi pourrait garantir quoi que ce soit. Pour moi, les choses sont assez claires. Le gouvernement veut nationaliser EDF et le Parlement soutient cette initiative. Le reste n'est que spéculation sur l'avenir. À l'initiative de notre collègue Gérard Longuet, rapporteur, la Commission des finances a largement réécrit le texte. Je salue ses travaux. Notre groupe préfère très nettement cette nouvelle mouture et qui a le mérite de limiter la portée législative du texte. Cette version a également le mérite de mettre en conformité ce texte avec le droit européen. Alors que l'Europe a plus que jamais besoin d'union face à la Russie, face à la Chine, face même parfois à nos alliés américains. Il ne s'agit pas là d'un détail. C'est la raison pour laquelle le groupe se partagera entre un vote positif et une abstention. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à monsieur Daniel Breuiller pour le groupe Écologie Solidarité Territoire. Bonjour. Merci. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, chers collègues. Je salue la proposition de loi présentée et portée par Philippe Brun à l'Assemblée nationale qui s'inscrit pleinement dans la dynamique du projet des écologistes pour une République écologique dans le cadre des présidentielles 2022. Renationaliser Électricité de France et en faire un outil stratégique puissant, cohérent au service de la transition énergétique.
Alors bien sûr, la Commission des finances a supprimé le premier article de cette proposition de loi qui formalisait un acte de nationalisation, préférant une étatisation, a supprimé l'énumération des filiales constitutives du groupe public unifié, visant à s'opposer au démantèlement du groupe. Bref, la Commission des finances a décousu cette PPL. Bien que le projet Hercule, je vous entends monsieur le ministre, s'il n'existe plus, puisse cacher un Hercule bis. Les choix énergétiques pour notre pays peuvent diverger. Les nôtres sont ici largement minoritaires et vous les connaissez. Mais lorsque l'on défend le choix du nucléaire, on doit aussi défendre un outil 100% public. Chaque décision de l'État, bouclier tarifaire, relèvement des volumes de l'Arenh, grand carénage, construction de 6 EPR pèse sur les comptes d'EDF dont la situation est déjà particulièrement dégradée. À cela s'ajoute l'incompréhension totale des Françaises et des Français sur le coût de l'énergie. L'accès à l'énergie joue aussi un rôle social et sociétal. C'est un bien de première nécessité qui, comme l'eau, doit être traité en ce sens, un bien commun essentiel. Les 15% de reste à charge du bouclier tarifaire n'ont pas le même impact selon qu'on habite une passoire thermique, qu'on est en situation de précarité. Ce sont les revenus modestes qui sont malheureusement toujours les premières victimes de ces hausses du coût de la vie. Les bailleurs sociaux craignent une hausse des impayés. Les syndicats de copropriétaires font face également à des difficultés nouvelles, comme les artisans, commerçants, TPE, PME. Et je souligne sur ce point notre accord avec l'amendement du rapporteur pour supprimer le plafond des 36 kWA. Seul un tiers des entreprises concernées par le bouclier tarifaire ont concrétisé une demande d'aide. Les collectivités, quant à elles, ne savent toujours pas dans quelle mesure elles bénéficieront ou non des aides de l'État. La PPL initiale propose un accès pour tous aux tarifs réglementés. On pourrait attendre de la Chambre des territoires un plein soutien à cette revendication de bon sens pour nos collègues maires. La situation est grave. Les écologistes alertent depuis de nombreuses années sur l'urgence à s'engager fortement dans les énergies décarbonées, sur la fin de l'abondance, la mise hors marché et hors surconsommation de l'énergie. Si l'État ne peut pas tout prévoir, il a une obligation de préparer l'avenir. La concurrence ouverte, la politique du prix bas, les stratégies tout nucléaires encore aujourd'hui ne favorisent pas, selon nous, une réorientation des politiques énergétiques en cohérence avec le rapport du GIEC et les dérèglements climatiques. Et encore moins une maîtrise des coûts qui est pourtant espérée, souvent proclamée sur ces bancs. EDF pourrait redevenir le bras armé de notre pays pour une nouvelle politique énergétique. La proposition de loi de Philippe Brun répond à cet axe majeur et stratégique du retour d'EDF sous le contrôle de l'État. Il serait inadmissible de voir les aspects rentables du groupe, comme le développement des énergies renouvelables, être privatisés selon la bonne vieille méthode libérale, privatiser les bénéfices et nationaliser les pertes et les déficits. J'achèverai ce propos en évoquant la place des citoyens et des salariés dans ce débat. À quel moment les Françaises et les Français ont-ils été associés à ces décisions et aux orientations prises par le gouvernement? Seraient-ils d'accord pour financer des réacteurs dont le modèle, je voudrais le rappeler, on l'oublie souvent, Flamanville 1, 19,1 milliards d'après la Cour des comptes quand il devait en coûter 3,3. Un débat national sur les choix énergétiques de la France est indispensable, il est même essentiel. Ces choix ne peuvent se faire sans une nation éclairée aux enjeux climatiques et à leurs conséquences pour l'avenir. Les expressions en discussion générale que nous venons d'entendre l'ont montré. Il y a en réalité dans cet hémicycle deux approches très différentes. Celle libérale, très libérale de la Commission des finances et de son rapporteur Gérard Longuet, qui laisse ouvertes toutes les options de cession ultérieure de filiales, et celle, la nôtre, centré sur le confortement de notre souveraineté industrielle en matière d'énergie décarbonée. Nous voulons garder dans le giron national EDF et toutes ses filiales cœur de métier. La production dans toutes ses formes, énergie renouvelable, hydraulique, nucléaire, thermique, le transport et la distribution, RTE et Enedis, sans rien toucher aux prérogatives et aux statuts particuliers eu égard aux droits européens qui sont les leurs, ainsi que les services énergétiques que rend le groupe aujourd'hui, comme les imports et les exports d'électricité. Monsieur le ministre, vous avez laissé entendre que c'était le marché européen qui avait institué de l'exportation et de l'importation.
l'exportation et l'importation existaient bien avant la mise en place du marché européen. Je tiens à le rappeler ici. Comme je tiens à dire que porter la part du capital d'EDF SA à 100% pour l'État n'empêchera pas des cessions de capital ou de filiales ultérieurement. Et je regrette, la porte reste ouverte pour des opérations de restructuration comme Hercule. Voilà. L'objet de ce texte était d'apporter des garanties par rapport à ça. Ça ne sera pas le cas. Donc ce que nous voulons, je le répète, c'est une société EDF nationalisée dans le cadre d'un groupement public unifié et ça sera le sens des amendements que nous allons défendre. La parole est maintenant à Monsieur Victorin Lurel. Merci Madame la Présidente. Oui, le groupe auquel j'appartiens tient à la nationalisation, à une loi de nationalisation de l'entreprise EDF. EDF n'est pas une simple entreprise, c'est une arme, c'est un bouclier. Et pensez un seul instant qu'une opération simplifiée, une offre publique d'achat, donc une étatisation, donc une montée en capital suffit pour garantir l'unité, la cohérence, l'intégration et éviter les dérives que l'on a pu constater pendant une vingtaine d'années dans la gestion et le management de cette entreprise est une illusion. C'est la raison pour laquelle nous tenons au principe de la nationalisation inscrite dans le préambule de la Constitution de 1946 et repris dans le bloc de constitutionnalité qui est le nôtre. À savoir, ça doit devenir un bien commun, un bien de la nation, qui doit être transféré, ses moyens de production transférés, mais surtout utilisés au bénéfice des nationaux. Voilà ce que l'on dit. Pour autant, on ne dit pas de s'enfermer et de ne pas faire dans l'international. On ne dit pas de ne pas faire dans la rotation d'actifs. On veut préserver le cœur de métier de EDF. C'est la raison de notre amendement, à savoir une entreprise nationalisée. Lurel, est-ce que c'est vous qui présentez l'amendement numéro 2 ? C'est fait, mais je le répète, ça me donne juste un temps pour dire on veut consolider et unifier EDF et tenir à ce que Philippe Brun appelait un groupe public unifié. On le fait pour la SNCF. J'ai entendu moi des arguments assez spécieux pour dire oh c'est une simple occurrence et qu'on ne pourrait pas le répéter. Non, on le répète. Et on a vu nos collègues communistes Fabien Gay déposer un amendement sur le CNR pour dire mais ça s'appelle bien une société anonyme intégrée. Eh bien, on l'a proposé en commission, ça a été refusé. Le mot national a été retenu, mais on tient donc à cette entité et au concept de national et de nationalisation. Merci. Alors, avant de donner la parole à Fabien Gay pour présenter l'amendement numéro 8 qui est identique, j'informe le Sénat et que je suis saisie d'un chapelet de demandes de scrutin public sur ces articles, ce qui vous permettra de vous préparer. Allez-y. Quand il y en a, on peut appeler ça un chapelet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous tenons, comme nos collègues socialistes, au retour de l'article 1er et au terme nationalisation. Parce que ce n'est pas exactement, Monsieur le Ministre, ce que vous êtes en train de faire en rachetant les actions des actionnaires minoritaires qui étaient institutionnels ou actionnariat salariés. Ce que vous faites en ce moment, c'est une réétatisation et vous sortez EDF de la bourse. C'est-à-dire qu'EDF ne sera plus coté en bourse. Ça sera donc une entreprise qui aura un capital 100% public, mais dans lequel, et vous le savez très bien, puisque ça sera toujours sa structure, une SA, société anonyme, vous créerez une holding, comme vous avez fait avec la SNCF et d'autres entreprises publiques, ce qui ne vous empêchera pas deux choses. D'abord, de filialiser. La deuxième chose, de céder des actifs, dont Dalkia et Enedis. Et il va falloir que votre gouvernement réponde. Est-ce que oui ou non, vous voulez céder Dalkia et Enedis ?
Et la troisième chose, c'est que la holding de tête sera 100% nationale, mais ça ne vous empêchera pas, en réalité, de céder aussi et d'ouvrir à des filiales, à des capitaux privés. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose que vous êtes en train de faire. Et le projet que nous voulons, la nationalisation. Et je me permettrai, mais dans un débat à gauche, tranquillement, je pense que nous devrions ajouter à nationalisation la transformation de la société SA en EPIC, établissement public que nous connaissons extrêmement bien. Donc ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des assimilés et le statut des IEG va avec. Mais la transformation en EPIC, elle nous garantit d'autres choses. Donc, je vous le dis, Monsieur le Ministre, nous tenons à ce que l'article 1er soit rétabli comme l'avait adopté l'Assemblée nationale. Merci. Y a-t-il d'autres... Pardon, oui, l'avis de la Commission sur ces deux amendements identiques, Monsieur le Ministre. Défavorable également. Monsieur Montaugé pour une explication de vote. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je redis ici la nécessité de nationaliser le groupe EDF pour éviter tout démantèlement ou démembrement. Et d'ores et déjà, à ce stade du débat, je voudrais attirer votre attention, et ça permettra peut-être au ministre de nous répondre dans quelques instants, sur la problématique, parce que c'en est une, des 2% de capital propriété des salariés. Cette disposition va fragiliser l'hydraulique, la production hydraulique, et probablement réouvrir le débat relatif à la mise en concurrence des concessions hydrauliques. Donc ça serait une première étape de démantèlement, de démembrement de l'entreprise obligatoire, qu'évidemment on veut éviter, et qu'on pourrait éviter effectivement en votant cet article 1er appelant à la nationalisation du groupe EDF. Ce n'est pas une petite affaire, c'est avéré en termes de risque juridique, et je voudrais que le gouvernement, peut-être le rapporteur, nous éclaire là-dessus. Parce que les conséquences pourraient être considérables. Considérables. Je vous remercie. Merci. Je vais donc... Monsieur Brie, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je comprends bien sûr le choix de l'étatisation fait par le gouvernement et soutenu par le rapporteur. La situation actuelle d'EDF, le coût du grand carénage, le coût très optimiste des 6 premiers EPR, 3 fois moins cher que Flamanville, tout ça suppose effectivement qu'il puisse y avoir un acteur public, c'est-à-dire nous-mêmes, les contribuables, pour venir financer ces dépenses considérables. Mais ça n'a rien à voir avec le projet initial de nationalisation. C'est un autre choix qui a été proposé par nos collègues et qui est défendu sur ces bancs de la gauche. Le choix d'avoir effectivement un outil des politiques énergétiques. Donc évidemment, je voterai ces 2 amendements identiques de mes collègues Lurel et Gay au nom de mon groupe. Et je le redis, il est temps d'avoir un débat sur la politique énergétique de notre pays et pas de débattre par petites tranches d'EPR, tranches d'accélération ou débat de cet après-midi de ces sujets. Bien, s'il n'y a plus de demande d'explication de vote sur ces amendements, Monsieur Gay. Madame la Présidente, je sais qu'il faut avancer. Non, mais je trouve dommage quand même qu'en 1 minute, le ministre ne nous réponde pas quand même. On a posé des questions sur la différence entre réétatisation et nationalisation, et on vous pose une question simple. Est-ce que vous vous engagez ici devant le Parlement à ne céder aucun actif, Enedis et Dalkia? Par exemple, vous pourrez nous dire, puisque vous êtes très à propos pour dire qu'il n'y aura pas d'Hercule, très bien, on en doute, mais est-ce qu'il y aura, oui ou non, des cessions d'actifs? Puisqu'il n'y a pas de projet caché, dites-le ici devant le Parlement, engagez-vous au moins sur cette question. Je vous remercie, Madame la Présidente. Il y a un amendement 19 du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Cet amendement me permet d'évoquer le sujet de l'actionnariat salarié évoqué dans leur discussion générale ou dans la discussion d'amendements par un certain nombre des sénateurs et des sénatrices ici présentes. Nous proposons, je dirais, de rendre possible
de l'actionnariat salarié au sein de l'entreprise EDF, même si, pour être très clair, nous jugeons que c'est absolument ni souhaitable, ni même envisageable à très court terme. Pourquoi? Parce qu'on est justement en train de racheter 100% du capital pour restaurer la capacité financière de l'entreprise, la capacité opérationnelle et sa capacité à investir. Donc non seulement faire ce genre d'opération aujourd'hui, c'est sans doute pas à faire un cadeau aux salariés, alors que la rédaction actuelle nous y forcerait dès le 1er janvier 2024, les forcerait sans doute à faire une très mauvaise opération financière, mais au-delà serait évidemment totalement anachronique, alors qu'on est exactement en train de faire le contraire, c'est-à-dire de racheter les minoritaires, y compris certains d'ailleurs détenus dans le cadre de l'actionnariat salarié. Vous le savez, aujourd'hui, l'État détient déjà 90% du capital et pourrait légalement racheter les 10% restants. Du fait d'un certain nombre de recours qui ont été déposés, l'État, le gouvernement s'est engagé à attendre que ces recours soient jugés, vous l'avez dit Madame la sénatrice, début mai, avant, au cas où ces recours seraient rejetés, de procéder à l'acquisition de la totalité du capital. Vous avez voté dans l'article 1 le fait que l'État doit détenir 100% du capital. Et vous nous demandiez pourquoi cet amendement était indispensable aujourd'hui, parce que du fait de cet article 1, si jamais nous souhaitions, si jamais l'entreprise souhaitait, si jamais l'actionnaire acceptait de procéder à la mise en place d'un dispositif d'actionnariat salarié en 2024, 2025 ou 2026, ça serait tout simplement impossible du fait de l'article 1 que vous avez voté. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle cet amendement que nous proposons aujourd'hui au Sénat rend la possibilité ouverte, sans nécessairement un passage au Parlement, à la direction de proposer un programme d'actionnariat salarié, évidemment sans obligation de temps ni de durée, pour laisser à l'entreprise le temps de se, je dirais, remettre en forme avant d'y procéder. Merci. L'avis de la Commission sur cet amendement du gouvernement. Madame la Présidente, mes chers collègues, la Commission a exprimé un avis de sagesse parce que cette affaire est en effet très difficile et très sensible. Nous avons un immense respect pour l'entreprise EDF, ce qui nous a conduit à soutenir un amendement de notre collègue Victorin Lurel qui fait d'EDF, et on retrouve dans le texte de la Commission, une entreprise d'intérêt national. Ça n'a pas de signification juridique autre que de reconnaître que la communauté des salariés, dans l'histoire d'EDF, a bien fait son travail. 82 000 salariés, anciens salariés, ont été actionnaires ou sont actionnaires d'EDF aujourd'hui. C'est l'expression d'un engagement dans leur entreprise qui conforte cette image de communauté. C'est la raison pour laquelle la Commission souhaitait et avait proposé un texte qui donnait cette possibilité en l'encadrant dans une période courte. Et c'est le problème de la période courte qui apparaît avec force. Madame Lavarde l'a fait valoir dans le débat en commission. Nous avons trop d'inconnus, celles que j'ai évoquées à la tribune, sur l'avenir du marché, l'avenir de l'organisation. Le marché de l'énergie électrique, je suis très optimiste, il sera nécessairement en croissance parce que la décarbonation de notre société passe par l'électricité. Donc je n'ai simplement aucun doute sur le fait qu'il nous faudra produire de plus en plus d'électricité et que l'entreprise qui a le bénéfice de l'expérience de plus de 50 ans de 58 réacteurs nucléaires est quand même mieux placée que n'importe quelle autre entreprise pour conquérir des positions nouvelles, fortes. Mais ce n'est pas encore dans un cadre clair. Et donc, nous avons besoin de savoir s'il y aura des contrats d'achat de long terme autorisés, s'il y aura des contrats par différence, s'il y aura la possibilité d'acheter des parts de centrales nucléaires pour avoir des droits de tirage comme Excelsium en profite. Je sais de quoi je parle, je l'ai mis en place comme ministre de l'Industrie au siècle précédent. Donc, nous avons toute une série de questions qui méritent d'obtenir des réponses avant que d'engager l'économie des salariés dans ce qui reste toujours une aventure. Vous savez très bien que lorsque l'on fait de la publicité pour une offre publique, voilà, on dit les performances passées n'engagent pas l'avenir. Et donc pour protéger les salariés, nous souhaitons sagesse positive à l'égard de l'amendement du gouvernement. Monsieur le rapporteur, je vais vous surveiller attentivement.
Mais c'est le drame de ma fonction, monsieur le rapporteur, surtout. Si on parle de drame, le mien est terrible aussi, vous savez. Monsieur... Pourquoi je ne suis pas vice-président ? Monsieur Montaugé, vous avez... Oui, merci Madame la Présidente. Nous n'avons pas eu d'explication claire du ministre sur les conséquences juridiques de cet amendement sur les concessions hydrauliques dans le cadre européen. L'analyse que nous en faisons, c'est qu'avec cette mesure, vous lancez une torpille contre le groupe EDF. Je pèse mes mots. Vous allez devoir, mais je pense que c'est peut-être votre intention première, détacher l'hydraulique du groupe EDF, donc démanteler, et ce sera le commencement peut-être de la fin, à l'instar de ce qui s'est passé pour l'entreprise nationale qui était Gaz de France à une époque. Alors voilà, cela ne lasse pas de nous inquiéter. Ce débat est crucial. S'il reste une part de capital autre que d'État au sein du groupe, vous allez être confrontés à cette question-là. Je pense que les territoires vont peu apprécier de voir mis en concurrence, peut-être par obligation, les concessions hydrauliques sur le territoire national. Est-ce qu'encore une fois, vous pouvez nous préciser votre analyse par rapport à ce point extrêmement important? Merci. Lavarde. Oui, merci. Moi aussi, j'ai des questions pour Monsieur le ministre, que j'avoue que son explication ne m'a pas vraiment convaincue ou rassurée. Et je reste toujours très sceptique quand je lis l'exposé des motifs de cet amendement, qui dit quand même que donc l'amendement vise à ce que les anciens salariés pourront donc être actionnaires d'EDF, de sorte à ce que les salariés du groupe ne soient pas forcés de vendre leurs titres lors du départ de l'entreprise. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous venez de nous réexpliquer que vous allez monter à 100% du capital. Donc à un moment, ils ont déjà vendu leurs titres. Ils peuvent toujours être dans l'entreprise. Et donc l'exposé des motifs semble dire qu'ils ont encore ces titres et qu'ils ne seraient pas forcés de les vendre au moment où ils partent. Alors il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Et c'est toute la procédure de mise en œuvre, en fait. C'est soit l'État détient 100% du capital, et on le dit, et ça peut permettre, et pour tout un tas de raisons que j'ai exposées tout à l'heure, avoir sa pertinence, notamment pour venir permettre le financement de ces investissements conséquents qui ne vont pas permettre le financement de dividendes. Soit on dit qu'effectivement, on veut apporter quelque chose à ces salariés qui ont fait l'histoire du groupe, qui ont fait l'histoire de notre politique énergétique et notamment de notre politique nucléaire. Mais à ce moment-là, il faut que ce soit clair pour eux. Et là, j'avoue que ça ne l'est pas. Bien. Je vais donc, Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre? Vous le pouvez. Je comprends que les débats doivent s'accélérer, mais le fait de rendre l'actionnariat salarié optionnel ou obligatoire tel qu'il est aujourd'hui prévu dans la rédaction de la commission ne change rien aux questions que vous vous posez, monsieur le sénateur. Donc on va s'assurer que j'ai bien compris votre question, et si vous m'y autorisez, on répondra par écrit. Mais le fait que l'actionnariat salarié soit optionnel ou obligatoire, à mon avis, ne change en rien les débats qu'on a par ailleurs sur les concessions hydrauliques, sur lesquels il faut évidemment qu'on soit extrêmement ferme. Donc je vais essayer de clarifier, effectivement. Nous achetons 100% du capital, point. Et donc si le jugement du tribunal des muets est conforme à ce à quoi on s'attend, on aura dans la foulée la capacité d'acheter les 5% du capital restant. L'État détiendra 100% du capital, point. Si dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la situation de l'entreprise est dans une meilleure situation, on l'autorise par cet amendement éventuellement à envisager et à mettre en œuvre un accord d'actionnariat salarié sans avoir à repasser par le Parlement. Et cet accord d'actionnariat salarié, comme c'était le cas dans l'accord précédent, permet à la fois aux salariés d'acheter des actions du groupe et de les détenir, et de les conserver ultérieurement au cas où ils quitteraient le groupe, par exemple pour prendre leur retraite. Donc c'est juste pour reproduire en avant des dispositions qui existaient d'ores et déjà dans l'accord d'actionnariat salarié aujourd'hui. Et c'est en aucun cas, évidemment, l'idée de prolonger les actions détenues aujourd'hui par des salariés au-delà de l'achat qui, je le confirme, passera bien à 100% du capital et jusqu'à ce qu'on en décide autrement dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dans le cadre d'un accord d'actionnariat salarié. Merci, Monsieur Gay. Merci Madame la Présidente. Comme quoi l'actionnariat salarié, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on nous vend tous les jours, puisqu'a priori pour vous, ça devrait même remplacer le salaire. Intéressement, participation, actionnariat salarié, c'est bon pour vous, et les salaires, pas du tout.
Cette affaire d'actionnariat salarié sur EDF, on va les défendre. Parce que c'est une compensation, il faut se rappeler l'histoire. C'est pas historique, l'actionnariat salarié chez EDF. Ça a commencé en 2005, lorsque vous avez décidé d'ouvrir au capital. Et donc, c'était en réalité une compensation pour les salariés. 130 000 à l'époque sont devenus actionnaires salariés et ils auront perdu de l'argent parce que ceux qui ont racheté le titre à 30 € et qui seront obligés de le revendre à 11 ou 12 € auront bien perdu de l'argent. Et donc là, vous expliquez, et c'est pour ça qu'ils vous ont attaqué, notamment sur une question et les dernières décisions que vous avez prises, notamment les 20 TWh supplémentaires qui ont fait perdre 8,4 milliards et qui ont fait baisser en réalité le prix de l'action au moment où il est sorti en bourse. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir le racheter entre 11 et 12 €. Donc là, vous nous expliquez que vous êtes en capacité, en quelque sorte, de spolier les actionnaires salariés aujourd'hui. Vous allez reprendre 100% et peut-être demain, vous allez leur reproposer de redevenir actionnaires salariés. Il y aura un problème quand même, monsieur le ministre. Vous voyez bien quand même. Personne ne comprend rien à ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie. Merci. Donc sur cet amendement du gouvernement, monsieur Cazeneuve. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Bon, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la discussion générale, le groupe de l'Union centriste est particulièrement attaché à ce qu'il y ait le développement de l'actionnariat salarié et qu'il y ait aussi des notions de partage de la valeur. Et c'est vrai que les propositions du rapporteur nous semblaient empreintes de bon sens. Compte tenu de la discussion qu'il vient d'évoquer, le groupe va s'abstenir. Je propose donc les 3 amendements qui proposent le retour au tarif réglementé. Le premier sur le mode de calcul, le deuxième pour le retour au tarif réglementé pour toutes les collectivités et les TPE-PME, et le dernier, un amendement de repli pour les collectivités. Juste sur les TRV et l'AREN, parce qu'il y a évidemment un lien de cause à effet. D'ailleurs, je pense qu'il faudra regarder sur les 60 milliards d'endettement ce qu'a réellement coûté l'AREN, qui a été voté en 2010 dans le cadre de la loi NOM. Et je ne crois pas que c'était un gouvernement socialiste à l'époque. Non, il y a une vraie question autour de l'AREN. Et pour répondre tout à l'heure à l'interpellation de monsieur le rapporteur, c'est vrai qu'il y a des acteurs alternatifs qui produisent. Mais sur les 90 aujourd'hui, il y en a 2 véritables. C'est Engie et Total Energy. Tout le reste sont des facturateurs et sont en réalité des suceurs de sang d'EDF. Permettez-moi de le dire comme ça. Et donc, s'il n'y avait pas d'AREN, et si on suspendait l'AREN, ces 88 acteurs alternatifs tomberaient. C'est comme ça. Et d'ailleurs, pour vous dire, il n'y a pas que le groupe communiste ou Fabien Gay qui le demande. J'ai vu que le rapporteur, M. Hamon, qui est député Renaissance, demande la suspension très rapide de l'AREN. Vous voyez? Donc quand il y a des gens qui commencent à travailler sur la question, ils se rendent compte de l'ineptie de ce système et ils ne demandent pas à le rénover, ils demandent à le suspendre. Et sur le retour au tarif réglementé, juste une question parce que les gens doivent savoir ça. C'est qu'aujourd'hui, plus il y a d'AREN, moins il y a d'écrêtement. Et donc c'est vrai que les acteurs alternatifs, aujourd'hui, ils doivent aller se fournir pour 70% sur l'AREN à 40 € et après, en réalité, sur le marché. Donc, comme le prix a dévissé cette année, ils ont été des fois à 200, 300, 400, 500 € le mégawattheure avec un pic, tout le monde connaît, au mois d'août à 1200. Mais en réalité, aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que depuis 5 ans, ce n'est pas l'empilement des coûts et le coût réel, c'est qu'on prend en compte, pour l'augmentation du tarif réglementé, la partie du taux d'écrêtement pour les acteurs alternatifs qui doivent aller se fournir sur le marché. Et donc, en réalité, on ne paie plus, avec le tarif réglementé, le coût réel de l'énergie, on paye en réalité, aujourd'hui, les dividendes des actionnaires, des acteurs alternatifs. C'est ça la réalité. Et donc, le tarif réglementé, il augmente non pas sur les coûts réels, mais sur cette part d'écrêtement et donc sur le trading du marché. C'est ça la réalité depuis 5 ans. Et c'est pour ça que ça dévisse. Et c'est pour ça que le tarif réglementé, il a augmenté en réalité beaucoup ces 2 dernières années, mais bien avant. Depuis 2017, il ne cesse d'augmenter tous les 6 mois. Donc, il faut en revenir sur un tarif réglementé qui s'applique sur les coûts et il faut en finir avec l'AREN qui raquette d'un côté EDF et qui raquette aussi les usagers. C'est ça la réalité. Voilà, je vous remercie. Et donc, j'ai présenté les 3 en même temps.
Merci bien. Monsieur le rapporteur va donner son avis sur les trois en même temps. Madame la présidente, la commission n'est pas favorable à ces trois amendements parce qu'ils sont en opposition avec ce que nous avons établi d'accords, accords gouvernementaux transposés en droit français et en particulier dans le Code de l'énergie sur la capacité d'ouvrir les TRVE à l'ensemble des consommateurs. Sont justiciables des TRVE les résidentiels, c'est-à-dire les particuliers, et les professionnels dès lors qu'ils ont moins de 10 salariés et moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Alors, on a envie d'aider tout le monde, sauf que c'est assez coûteux, j'ai cru comprendre. Et d'autre part, alors ça c'est un premier problème, nous serions en contradiction avec les règles européennes. Ensuite, en effet, on irait subventionner, on irait casser des contrats qui sont établis actuellement entre des entreprises et des fournisseurs alternatifs privés qui seraient fondés à dire, puisque la loi nous oblige à prendre en charge des TRVE hors EDF, évidemment, des TRVE d'alternatifs, à ce moment-là, ils se retourneraient vers le gouvernement en disant, puisque vous nous cassez des contrats où on gagne notre vie pour nous obliger à vendre moins cher, ensuite, on va voir ce que veut dire moins cher. Remboursez-nous. Alors là, ça coûterait bonbon. Et puis, troisième remarque, le TRVE est calculé par la CRE, par un empilement et par un jeu assez complexe, en effet, de lissage dans le temps. Et nous ne pourrions avoir ces prix que dans une perspective assez longue que Madame Lavarde, qui connaît mieux le sujet que moi, pourrait expliquer. Il faut un recul d'environ 12 mois, je crois, pour pouvoir établir des TRVE nouveaux. Donc on est dans un système qui est à peu près non praticable et c'est la raison pour laquelle je propose de se borner à limiter aux 36 kVA, à supprimer les 36 kVA dans le cadre de l'Europe. Monsieur le ministre, votre avis sur ces trois amendements? Oui, très rapidement, un avis similaire. J'aimerais ajouter que cet article, en fait, a été adopté en commission lors de l'examen à l'Assemblée nationale, l'article qui généralisait le TRV à tous les consommateurs. Vous n'y êtes pour rien, vous en avez hérité, mais il reste pour nous un cavalier total à cette proposition de loi et sans rapport, si je puis m'exprimer ainsi, avec le schmilblick. Cela dit, il est là aujourd'hui, il vous est arrivé comme tel, il faut donc qu'on en discute. Et c'est vrai que vous avez limité son coût en limitant l'effet aux TPE, en disant voilà, c'est les TPE, toutes les TPE, qu'elles soient en fait consommatrices individuelles, comme vous et moi, ou qu'elles soient consommatrices intensives, comme certaines boulangers dont on a beaucoup parlé. J'en comprends la logique. C'est moins coûteux, évidemment, que ce qu'avait voté l'Assemblée. Alors, c'est vrai qu'il y a de l'incertitude sur le coût, tout simplement parce que ce type de dispositif, il est exposé au marché et que son coût varie toutes les semaines en fonction du prix de marché. C'est d'ailleurs un de ses dangers. C'est que vous exposez, alors, soit les finances d'EDF, au choix, si c'est EDF qui paye, soit les finances de l'État, à un coût de marché qui, lui, on l'a vu depuis un an et demi, est extrêmement volatile. Et donc, en décidant de supprimer le plafond du TRV, alors soit pour toutes les entreprises, de l'ordre de 20 milliards, j'avais dit 18, et pourquoi j'avais dit 18 à l'époque? Parce que l'écart entre le prix de marché, quand j'étais à l'Assemblée nationale, et l'écart du TRV était de l'ordre de 200 € le mégawatt, pour une consommation de l'ensemble des entreprises concernées par l'amendement Brun, de l'ordre de 100 terawatts. Donc on arrivait à 20 milliards, 18 pour être précis. Aujourd'hui, votre amendement, il coûte moins cher, pour deux raisons. D'abord, parce que vous en limitez l'impact. On est sur une consommation de l'ordre de 20 terawatts. Et puis l'écart a lui aussi baissé parce que le prix de marché a baissé. Donc aujourd'hui, votre amendement, il coûte à peu près 1 milliard d'euros, 50 € d'écart entre le TRV et le prix de marché, pour à peu près 20 terawattheures. Mais si demain ou après-demain, le prix de marché explose, eh ben, il coûtera 2, 3, 4, 5, 6, 7 milliards d'euros. Et il faudra qu'on en assume les conséquences, soit directement sur les comptes d'EDF, dont on souhaite aujourd'hui tous qu'ils soient préservés, soit sur les comptes de l'État, dont on reconnaîtra tous, je pense, qu'ils sont quand même pas dans un état fantastique. C'est les raisons pour lesquelles moi j'étais
le gouvernement était défavorable à l'ensemble de cette généralisation du TRV, qu'on y a substitué des aides énergétiques qui certes ont été critiquées, mais dont il faut reconnaître aujourd'hui qu'elles fonctionnent. On a dépensé à peu près 250 millions d'euros sur notre bouclier tarifaire. On a dépensé, sur le guichet ouvert depuis janvier. On a dépensé entre 50 et 80 milliards d'euros sur le bouclier tarifaire. On a aujourd'hui beaucoup aidé les ménages, beaucoup aidé les entreprises, y compris les énergo-intensives. On va continuer à le faire. Je préfère qu'on le fasse dans le cadre actuel que dans le cadre de cet article. Merci. Oui, Monsieur le ministre, je profite de votre intervention parce que j'ai bien entendu et je veux bien me faire confirmer ce que vous avez évoqué sur TRV, tarifs de marché et la grande fluctuation. Vous avez évoqué les boulangers, mais il n'y a malheureusement pas que. Et donc je pense qu'il est important d'envoyer un message au public concerné, puisque un certain nombre de fournisseurs, à l'automne dernier, ont écrit à leurs abonnés en disant écoutez, on ne peut plus tenir les tarifs qui nous liaient de manière contractuelle. Envolée des prix, ça a été multiplié parfois par 5, 6, 7, 8. Et puis aujourd'hui, donc à ce moment-là, il aurait été proposé de signer de nouveaux contrats, parfois contrats triennales, dont aujourd'hui l'opérateur dit lui-même « Ah mais maintenant, je ne peux plus y toucher ». Je le dis parce que comme il se trouve que ce fournisseur a 3 lettres, dont on parle beaucoup aujourd'hui, il va y avoir besoin d'une chose. On clarifie la situation. D'abord, l'État aura la main. Et à défaut, vous l'avez dit, soit l'opérateur, le fournisseur revoit ses conditions. On nous dit que ce n'est pas possible, j'entends. Soit l'État viendra en compensation. Mais il faut le dire aujourd'hui, parce que derrière, il y a des entreprises, vous le savez, et je pense que l'État a un message à envoyer pour garantir un traitement, je dirais, équitable des situations, puisque cette situation, elle est provoquée, en tout cas, elle est étrangère aux entreprises. Voilà, Monsieur le Ministre, que je voulais appeler votre attention sur ce sujet qui est un sujet majeur. Bien, maintenant la parole est à Monsieur Montaugé. Merci Madame la Présidente. Je voudrais juste informer que deux amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 45 relatif à l'Arenh. Nous souhaitions et nous pensons qu'il est souhaitable de limiter le volume d'Arenh à 100 TWh d'une part et d'autre part de permettre le passage de 42 € à 49,5 €. EDF a besoin de ressources financières pour faire face à ses besoins d'investissement en particulier. Et depuis la loi d'août 2022 et l'avis du Conseil d'État sur la nécessité ou pas de notifier cette évolution de prix à l'Union européenne, voilà, il est possible de procéder à cette révision. C'est absolument nécessaire et il aurait été intéressant de savoir quand le gouvernement va procéder à cela. En théorie, c'était possible depuis le 1er janvier 2023. Je vous remercie. Monsieur Capu. Merci Madame la Présidente. Je n'ai pas le temps de répliquer à mon collègue Lurel. Je partage avec lui en revanche le fait qu'on a besoin d'une filière nucléaire brillante qui permette même de céder de l'électricité à nos voisins. Et là-dessus, nous sommes en accord. Je voulais revenir sur ces 3 amendements et plus globalement sur l'article 3 bis. Évidemment, on ne peut qu'être favorable dans le principe à l'extension du tarif réglementé. C'est difficile d'être contre. Cependant, d'un autre côté, il faut quand même aussi être responsable, particulièrement pour les membres de la Commission des finances. C'est quand même de l'argent public. Évidemment, on peut étendre à tout le monde le tarif réglementé, nous y sommes tous favorables, mais derrière, ce sont les finances publiques qui sont mises en cause. Et donc, je voudrais formuler 3 remarques à ce stade, certaines que j'ai déjà formulées lors de la Commission des finances. La première, et le ministre vient de le dire, cet article 3 bis ne figurait pas dans le texte initial. Alors les auteurs font ce qu'ils veulent, il n'en reste pas moins que ça ressemble fortement à un cavalier législatif qui n'avait rien à voir avec le texte initial relatif à la nationalisation d'EDF. Deuxième remarque,
Et là-dessus, nous avons déjà eu des échanges en commission des finances avec le président de la commission des finances. Il est incontestable que quel que soit le payeur, et le ministre vient de le dire, au final, c'est le contribuable qui paiera. Et donc, incontestablement, même si pour des raisons de procédure, on peut plaider le contraire, incontestablement, cet article aurait dû être frappé de l'article 40 et il aurait dû être jugé irrecevable de façon incontestable puisqu'il grève nécessairement les finances publiques. Et ma troisième remarque découle des deux premières. Cet article 3 bis n'a rien à faire ici. Il devrait plutôt s'intégrer dans un PLF afin que nous puissions avoir une étude d'impact sérieuse sur le coût de cette mesure. Monsieur Gay. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. On est d'accord que les tarifs réglementés, ça a existé pendant 50 ans pour tout le monde. Résidentiel, entreprise, collectivité, tout le monde y avait accès. Ça marchait plutôt bien. Hein. J'ai jamais vu personne s'en plaindre à l'époque. Premièrement. Deuxième chose, monsieur le rapporteur, j'ai déjà répondu, nous dit c'est les règles européennes. Oui, mais tout le monde y déroge. Tout le monde demande des dérogations. Pourquoi nous ne demandons pas une dérogation pour protéger nos collectivités, nos petites entreprises, en leur permettant le tarif réglementé, pas en leur imposant? S'il y a des collectivités, des entreprises qui souhaitent rester dans des contrats à marché libre, tant mieux pour elles. Mais celles qui voient leurs factures exploser, on est tous élus de départements, vous citez les commerçants, les boulangers, des collectivités, et on n'est qu'au début de la crise. Hein. Ça va encore durer 2 ans et demi. Hein. Les factures vont continuer à pleuvoir. Troisième problème, monsieur le ministre, et où il va falloir que quand même, à un moment donné, quelqu'un parle. Au 30 juin, 5 millions de personnes n'auront plus accès aux tarifs réglementés du gaz. Les particuliers, en pleine crise du gaz. Est-ce que nous allons laisser faire cette chose ou pas? Est-ce que nous allons quand même prendre une initiative ou parlementaire ou gouvernementale pour les prolonger en pleine crise? Ou est-ce qu'on va toutes et tous les laisser s'enfoncer sur le prix du marché? Il faudra répondre. Et puis dernière chose, monsieur le ministre, vous dites que ça coûte cher. Certes. Quand on a proposé le retour au tarif réglementé pour toutes les collectivités, au départ on nous a dit 60 milliards. Puis quand il y a une étude, 3 milliards et demi. 3 milliards et demi. Et vous l'avez dit, combien en bouclier tarifaire, sécurité, filet de sécurité, arène supplémentaire, rien que l'an dernier, avec les trous de la raquette, 50 à 80 milliards. Donc 3 milliards et demi pour le retour au tarif réglementé et 50 à 80 milliards que vous avez jetés à la poubelle et donnés aux acteurs alternatifs. Voilà la réalité. Monsieur Breuiller. Merci Madame la Présidente. Bon, moi je voterai avec mon groupe ces propositions dont j'admets qu'ils auraient leur place dans un PLF très, très volontiers. Mais je voulais en profiter aussi pour répondre à mon collègue Capu qui nous prête beaucoup de pouvoir et je le remercie. C'est vrai que 50 milliards de grand carénage, 56 milliards pour 6 EPR dans l'estimation gouvernementale, parce que quand même l'EPR 1 coûte 19 milliards, mais on va en faire 6 pour 56 milliards et 64 milliards de dettes. C'est aussi un tout petit peu d'argent, donc 3 milliards pour les tarifs réglementés de vente, ça me paraît tout à fait acceptable. Monsieur le ministre. Je ne veux pas faire durer les débats, mais quelques réponses quand même. D'abord, au fait que le gouvernement pense aussi, il l'a dit à l'Assemblée nationale, que cet article est un cavalier et qu'il est en plus, il aurait peut-être dû, en tout cas pu être jugé inéligible au titre de l'article 40, mais il ne s'immisce pas dans les discussions au sein de la Commission des finances, ni celle de l'Assemblée nationale, ni celle évidemment du Sénat. Pourrait éventuellement se réserver le droit de porter cette controverse devant le Conseil constitutionnel. On verra. Bon, monsieur Gay, vous m'excusez si je vous réponds pas sur le gaz. On passe déjà pas mal de temps sur l'électricité aujourd'hui. Vous aurez quand même l'occasion de discuter dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie de toutes ces discussions importantes sur la manière dont on doit envisager la fourniture d'électricité, de gaz et plus généralement d'énergie en France pour les années qui viennent. Et vous l'aurez en temps voulu. Juste quelques chiffres qui vont me permettre, j'espère, à la fois de préciser la question du rapporteur général Husson et les questions que vous avez mentionnées en passant sur le coût des différents dispositifs quand même. Hein. Bouclier tarifaire pour les particuliers plus TPE plus petites collectivités inférieur à 36 kVA. Ce que vous proposez aujourd'hui d'élargir aux TPE quelles qu'elles soient.
Ça a limité à 15% la hausse des prix au lieu de 120% sur 2 ans. Le coût pour les finances publiques, c'est 30 milliards en 2022 et 45 en 2023, y compris les collectivités territoriales dont vous parliez. Le cap à 280 € le mégawatt. Ça, c'est important, monsieur le rapporteur général. Vous nous disiez qu'est-ce qui se passe si on n'est pas aujourd'hui couvert par le TRV. On a adopté, d'ailleurs, sur la suggestion d'un certain nombre d'entre vous, un cap à 280 € le mégawatt pour le prix de l'électricité pour toutes les TPE qui, vous l'avez dit, ont eu la malchance d'avoir un contrat qui s'interrompait à l'automne dernier et qui se sont retrouvés du coup à négocier un peu le couteau sous la tempe des contrats qui étaient bien au-dessus de ceux qu'ils avaient auparavant. Et donc ces 280 € le mégawatt sont intégrés en moyenne sur l'année dans les factures qui sont actuellement envoyées par les fournisseurs d'énergie, y compris pour un certain nombre de boulangers ou d'autres TPE concernés. On a aussi adopté un amortisseur électricité pour les PME et pour les collectivités territoriales. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est cohérent avec la réglementation européenne qui fait qu'on prend en charge 50% du surcoût au-delà de 180 € le mégawatt. Et ça coûte entre 2 et 3 milliards d'euros à la collectivité nationale. Et enfin, pour ce qu'on appelle les énergo-intensifs, donc pour les plus grandes entreprises qui consomment beaucoup d'énergie, un guichet qui permet aujourd'hui à un certain nombre d'entreprises de faire valoir la hausse de leur facture d'électricité ou de gaz et de demander des aides qui, à ce stade, correspondent à 250 millions d'euros attribués depuis quelques semaines et sans doute une accélération assez forte puisqu'on voit l'accélération importante depuis 10 jours avec les factures de 2023 qui arrivent. On a ajouté à votre d'ailleurs suggestion un filet de sécurité de 430 millions d'euros adopté à l'été 2022 pour les collectivités dans le cadre de la loi de financement rectificatif. Bref, tout ça, ça nous coûte beaucoup d'argent. On peut en être fier parce qu'au fond, l'inflation en France est inférieure à ailleurs en Europe et les entreprises ont plutôt bien passé la crise, contrairement à nos craintes. Mais soyons conscients quand même que tout ça nous coûte beaucoup d'argent. Merci. Je vais mettre aux voix maintenant l'ensemble de la proposition de loi pour laquelle je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Le scrutin est ouvert. Votant 343, exprimé 329, pour 206, contre 123. Le Sénat a adopté.